Bonjour, chers auditeurs et auditrices. Grâce à l'intelligence artificielle, j'ai pu copier ma voix. Je vous parle donc depuis mon clavier pour vous introduire cet épisode hors série. Après un peu plus d'1 an d'existence, je vous propose un petit best-of de Data Driven 101. Alors, est-ce que tu as une opinion à nous partager sur la data ? Antoine Sauvage, CTO de Oversea. Moi, j'ai une théorie qui est que les meilleurs data scientists ont en fait une double casquette assez rare. C'est qu'ils sont à la fois d'excellents software engineers, avec ce que ça implique en termes de compréhension des systèmes modernes de software engineering, en particulier tout ce qui est continuous integration, continuous delivery, et en même temps, ils ont un excellent sens business pour justement échapper à l'écueil de ne s'intéresser qu'à l'engineering. C'est intéressant parce que sur le marché, il y a beaucoup de data scientists qui sont soit l'un, soit l'autre, sans vouloir tomber dans une dichotomie absurde école d'ingénieur, école de commerce. Il y a quand même un peu de ça, avec des gens d'école de commerce qui vont avoir un excellent sens business, mais qui, sur la partie engineering, ça les intéressera beaucoup moins. Et inversement, des ingénieurs qui vont être très intéressés par la partie pipeline, mais qui en revanche, en général, ont un sens business assez moyen. Et donc en fait, il y a un sweet spot entre les deux, avec des profils qui sont presque une épiphanie et qui en fait maîtrisent les deux aspects et qui sont vraiment des pépites en entreprise et qui permettent vraiment de créer de la valeur pour toutes les équipes, quoi. Victor Billette de Villemeur, Product Manager chez L'Oréal. Un truc qui me frappe, c'est que ça rejoint un peu ce que je disais avant, c'est qu'en fait souvent on a tendance, enfin je trouve ça assez ironique, en fait on a tendance à un peu sous-estimer tout ce qui va être business intelligence et data analyse un peu basique. Enfin, je dis basique parce qu'en fait, on a l'impression que c'est moins poussé que du machine learning. Et donc, on va un peu sous-estimer ces fonctions-là. Et puis, il y a aussi un côté où socialement, en fait, on a l'impression qu'en fait, un data scientist, c'est une superstar et puis un data analyst, c'est un boulot un peu moins technique, un peu moins poussé, quoi. Je trouve ça assez ironique parce qu'en fait, pour que la data science marche, que les algorithmes de machine learning marchent, il faut d'abord qu'on soit capable de faire de la bonne BI et de la bonne data analyse. Du coup, en sous-estimant, en sous-investissant sur ces fonctions BI, data analyse et aussi data ing, on se tire une balle dans le pied et on fait de la moins bonne data science à la fin. Nicolas Héroux-Nevers. On n'est pas en train de voler une œuvre d'un artiste. On est en train de l'utiliser comme input dans des milliards d'inputs qui vont influencer légèrement les styles qui sont sortis, quoi. Même si techniquement, c'est peut-être possible de reproduire quelque chose à l'identique, mais ce sera un tel hasard, enfin, je sais même pas comment faire, en fait. Moi, j'espère que le public débat va prendre une direction plutôt favorable à l'innovation, mais on sait jamais, hein. Ouais, parce que sur le fond éthique, il y a d'autres enjeux. Il y a notamment qu'est-ce qu'on va générer. Il y a tout ce qui est usurpation d'identité, éventuellement, le deepfake. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme représentation de quelqu'un d'autre qui fait des choses. On va aussi avoir tout ce qui concerne les gens décédés. Est-ce qu'on fait revivre les gens décédés, etc. Tout ça, je pense que ça fait des réactions assez opposées. Je pense qu'il y en a qui sont très, très favorables à ce genre de choses, qui pensent que ça peut faire partie du deuil, d'autres qui... Voilà. Est-ce que tu peux nous partager ton opinion, toi, sur tous ces sujets ? Pour parler des images qu'on pourrait générer de personnes qui ne sont pas nous-mêmes, quoi, de tiers, c'est vrai qu'aujourd'hui, si on est quelqu'un de connu, si on est Kanye West, franchement, c'est pas cool, ces techno. Ouais. Parce que moi, je peux te générer aujourd'hui un photo de Kanye West en train de faire des choses horribles qui vont ruiner sa carrière. Bien sûr. Aujourd'hui, même s'il n'a pas forcément besoin de beaucoup d'aide sur ce point-là. Mais aujourd'hui, c'est encore une image qui est reconnaissable comme étant fake. Demain, ça ne sera carrément plus le cas. Ouais. Il y a un vrai enjeu autour de la vérité, en fait. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai ? Je pense qu'il y a deux futurs possibles. Il y a un futur où, du coup, à cause de ce genre de problèmes absolument légitimes, sont vraiment des enjeux très, très importants. On va peut-être se diriger vers un mode de fonctionnement où on va imposer, on va centraliser une espèce de censure éthique, où on va imposer en fait ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire en utilisant ces technologies. Ouais. Et une deuxième possibilité qui est qu'on va juste laisser cette communauté créative se développer librement avec tous les dérives qui vont avec. Et où on sera obligé de passer par une phase de remise en question de la vérité de ce qu'on lit sur Internet, ce qui est déjà un enjeu aujourd'hui, mais dont on ne se rend pas suffisamment compte, je pense. Ouais. Mais ça va se passer à une échelle tellement massive que ça va être un vrai enjeu sociétal, en fait.
Je suis pas sûr de ce qui se passera, mais en tout cas, j'espère qu'on va émerger de cette phase, de ces growing pains, je le vois un peu comme ça, en étant un peu, peut-être, je l'espère, un peu plus résistant à la désinformation, etc. Oui. Édouard Neuville, directeur académique d'Albert School. À la fois, ça me fascine, à la fois, ça me fait peur, pour être franc. Et là-dessus, je pense qu'il faut rester assez précautionneux, en fait, sur ces enjeux de data, parce qu'on confond, on met un peu tout dans le même panier, quoi. Data, IA, statistiques, deep learning, et je passe tous les autres buzzwords qui peuvent exister autour de ça. Ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que la data et l'IA de manière générale, ça reste des maths un peu dopés aux stéroïdes, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quand même des sous-jacents derrière, c'est pas uniquement que du black box. Et donc, pour pouvoir créer de la valeur, je dirais, pertinente avec la data, il faut garder ce type de choses en tête, quoi. Jérémy Cheradam, data scientist pour l'équipe de France de rugby. Il y a toujours un caractère aléatoire sur ce qu'on va réellement observer. Déjà, de par la forme du ballon. On a un ballon qui est ovale et donc du coup, les rebonds sont incertains. Donc, ce qui caractérise complètement cet aléatoire-là. Et puis, de toute façon, on est sur de l'humain. Donc, que ce soit par rapport à nos joueurs ou par rapport aux joueurs adverses, par rapport à la stratégie que les adversaires vont adapter par rapport à nous, forcément, il y a des choses qu'on ne pourra pas vraiment anticiper. Donc, en gros, la data va aider à mieux décrire, à réduire une part d'incertitude. Mais il y a toujours aussi le côté émotionnel et le côté incertain du sport qui va faire que on n'aura pas forcément tout ce qu'on va anticiper, ne sera pas forcément prédit. Il y a une citation que j'aime bien citer aussi de George Box qui dit comme ça qu'effectivement tous les modèles sont faux, mais parfois certains sont utiles. Et c'est vrai que c'est exactement dans notre cadre du sport ce qui arrive. Alexandre Mina de Tornaco, fondateur de DataBird. Nous, comme on parlait un peu pas mal de marketing, je pense que c'est important aussi de relier ça à des enjeux éthiques et moraux. Je pense que c'est important à la fois dans des modèles de machine learning, mais qui dépassent un petit peu le cadre de ce que nous on fait, mais qui est quand même important. Dans quelle mesure l'algorithme est responsable d'une décision qu'il prend. Ça, c'est des sujets qui sont assez intéressants. Et puis les enjeux éthiques et moraux, on parle beaucoup d'écologie, on est assez impliqué aussi nous là-dedans. On parle aussi pas mal de décroissance. Si on veut aller dans un modèle qui est plus raisonnable en termes de consommation et qu'on va utiliser la data pour mieux segmenter, donc mieux vendre, en fait, où est-ce qu'on met le curseur entre on prône un modèle qui est viable et un modèle où on essaie de toujours mieux cibler pour toujours mieux vendre. Et c'est vrai que parfois, nous, on ne sait pas sur quel pied danser parce qu'en même temps, c'est super intéressant et en même temps, il faut le faire avec cette conscience-là, quoi. Vincent Otto, CTO de Sports Dynamics. On parle souvent de est-ce que la data est plus adaptée à un sport qu'à un autre ? Et c'est vrai qu'il y a quand même des différences. Par exemple, si je prends le baseball, en fait, chaque situation en baseball est un peu ce qu'on pourrait appeler un coup de pied arrêté au football. C'est-à-dire qu'on part vraiment d'une situation arrêtée, quelqu'un fait un tir dans la balle avec la batte, du coup, et quelqu'un court, quoi. Alors qu'au football, il y a plus de situations, ou au rugby ou au basket, de situations de jeu ouvert où, en fait, le jeu et la balle est en jeu depuis un certain temps, et voilà. Donc oui, il y a des différences là, mais ce qui m'a frappé au moment de fonder Sports Dynamics, c'est j'ai commencé d'abord un peu par prendre mon bâton de pèlerin et aller voir si il y avait, disons, un intérêt business, bien sûr, mais voilà, un intérêt de manière générale, même applicatif, quoi, aux choses qu'on faisait. Et donc, aller voir énormément d'experts du sport. Je crois qu'en 2 mois, on a vu une 50aine de gens qui travaillent dans les clubs, dans les médias, etc. Et en fait, du coup, on allait voir aussi plusieurs sports. Et la chose la plus remarquable, c'est qu'à chaque fois qu'on allait voir un nouveau sport, ils nous disaient, mais vous savez, mon sport, donc vous savez, le tennis, vous savez, le football, c'est pas comme les autres sports. Et chacun disait, vous savez, mon sport, il est pas comme les autres sports, on peut moins bien mesurer avec la data, etc., que les autres. Et en fait, j'étais vraiment marqué par ça parce que, oui, je pense que ça rejoint un peu ce que je disais, hein, de manière générale, un peu le retard qu'il y a dans l'utilisation de la data dans le sport. Ouais. Mais effectivement, il y avait cette perception-là que son sport était tellement complexe, tellement particulier que finalement, c'était plus dur d'utiliser de la data et que la data marchait pas, entre guillemets, dans le sport. Bienvenue sur Data Driven 101, le podcast qui s'intéresse aux applications concrètes de la data dans toute leur diversité. Je suis Marc Sanselme, fondateur de Scopeo, agence de recherche et développement en data science.